Bien, à la question initiale, la France a-t-elle intérêt à rester en Afrique? Elle n'a juste pas le choix. C'est une question purement théorique. Imaginez l'impact qu'aurait aujourd'hui le retrait des 4500 hommes. Même Emmanuel Macron joue avec l'idée, quand il laisse entendre à ses partenaires africains les plus rétifs, qu'il tirera les conséquences d'un manque d'engagement politique de leur part. Mais enfin, il est évident qu'un retrait apparaîtrait comme une débâcle, comme une reddition en race campagne, et donc comme une victoire du djihadisme. Et serait d'ailleurs perçu et instrumentalisé comme tel par tous les relais de propagande du djihad global. Donc c'est inconcevable. Nous sommes condamnés à faire les gendarmes du Sahel. Oui, par défaut. Parce que, si vous voulez, la vraie difficulté, c'est que d'abord, on se heurte à des problèmes opérationnels. On est là face à une conflictualité nouvelle, inédite, devant laquelle on doit adapter des instruments qui ne sont pas nécessairement idoines. Bon, parce que vous avez affaire à la fois à des petites cellules extrêmement mobiles qui ont une maîtrise parfaite d'un terrain ingrat, mais vous avez aussi une montée en puissance puisque certains de ces groupes, on l'a vu avec par exemple l'assaut sur le casernement d'Inates à la frontière du Niger et du Mali, il y a eu 71 militaires nigériens tués au moins. Ah oui. Et ça a été une attaque de grande envergure. Donc il faut s'adapter à cela. On demande depuis des années à nos partenaires européens d'être un peu moins pusillanimes dans leur soutien et d'aller au-delà du verbe. Bon, très bien. Lesquels Européens parfois vous disent, entre quatre yeux, qu'ils considèrent n'avoir pas à payer les arriérés postcoloniaux de l'histoire française. Simplement, le danger djihadiste, il ne concerne pas que l'Hexagone. Il ne concerne pas que notre rive de la Méditerranée. On l'a vu, il concerne l'Espagne, il concerne la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, il concerne l'Allemagne. Donc je veux dire, tout ça est un débat passé. Oui, il faut un engagement. Et si vous voulez, le problème de la question qui se pose aujourd'hui, c'est que quand on dit montée d'un sentiment anti-français, il y a quand même eu, à la mi-novembre, à Bamako, des pancartes qui étaient ainsi libellées « Stop au génocide de la France au Mali ». Vous avez quand même un artiste qui a une responsabilité remarquable, malien, qui s'appelle Salif Keïta, qui a émis une vidéo dont la viralité a été quasiment instantanée, où il dit que les Français et Emmanuel Macron assassinent des Maliens. Vous avez aujourd'hui, j'ai des amis subsahariens qui m'envoient régulièrement des liens avec des sites, ou bien des extraits d'articles, ou des tweets, où on vous explique que les Français sont là pour piller l'or, qu'ils se déguisent en mercenaires djihadistes, qu'ils fournissent des motos, etc. Donc quelque chose ne va pas. Non, mais quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce que là encore, à la limite, à un défi opérationnel, stratégique ou tactique, vous pouvez trouver une réponse. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne, elle est efficace ou elle l'est pas. Mais là, pardon pour la trivialité du propos, on est devant un défi indémerdable. Pourquoi? C'est la théorie des sables mouvants. Vous ne bougez pas, vous enfoncez. Vous bougez, vous enfoncez davantage. C'est-à-dire que, quoi que vous disiez, vous nourrissez une suspicion. Mais même les propos de rupture, on peut en discuter, d'Emmanuel Macron qui ont été tenus, voilà, quelques jours à Abidjan, vous avez déjà une suspicion sur le thème, mais non, mais tout ça c'est pas vrai, tout ça c'est du cinéma, c'est un faux nez pour donner un atour un peu plus fréquentable à un néocolonialisme, etc. Donc, si vous voulez, la seule réponse dans ce cas-là, outre la pédagogie, le didactisme, la seule réponse c'est l'efficacité. Voilà. Parce que quel est le sentiment sincère et recevable de beaucoup d'Africains aujourd'hui? Comment se fait-il que la grande armée française, troisième armée du monde, soit incapable d'anéantir une bande de massacreurs djihadistes? Alors donc la solution, c'est d'envoyer encore plus d'hommes pour être plus efficace? Attendez, ça veut dire simplement que la réponse, c'est précisément, oui, d'être efficace, de montrer que l'action française militaire aujourd'hui permet de contenir et de faire reculer. Mais vous savez, François Lecointre, le chef d'état-major des armées françaises de général, il a dit quelque chose de très simple il y a quelques jours. Il a dit, grosso modo, l'avenir du Sahel se joue dans l'année qui vient. Mais il a ajouté quelque chose de plus important encore. Il a dit, nous, quel est notre mandat, notre vocation, notre mission? C'est de contenir le niveau de violence de manière à ce qu'une solution politique puisse émerger. Et c'est là où l'exaspération d'Emmanuel Macron est partagée par les hauts gradés français. Écoutez, nous, on peut courir après les djihadistes jusqu'à la fin des temps, mais si vous n'entrez pas sincèrement dans une logique de solution politique, et c'est ça le rappel à l'ordre qui a été mis à l'encontre de Ibrahim Boubacar Keïta, le Malien, à l'encontre de Roch Marc Christian Kaboré, le Burkinabé, c'est arrêtez d'être dans l'ambiguïté. Vous avez quand même un ministre, et je termine là-dessus, un ministre de la Défense burkinabé qui s'appelle Chérif Sy, qui dans une interview à un journal sud-africain au mois de juillet dernier, dit « Mais au fond, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent, contenir et vaincre le djihadisme? Est-ce que la France n'a pas un autre agenda ?» C'est pas le démagogue lambda
qui s'exprime sur un compte Twitter. C'est le ministre de la Défense burkinabé. Donc il y a dans l'irritation française quelque chose qui est recevable. Alors, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est lourdement dégradé. Mais il faut revenir au départ. La France a été appelée, il faut toujours le dire, elle a été appelée en 2013 pour stopper les djihadistes par à la fois le président Ibeka, le président malien, mais aussi par Alassane Ouattara, qui était à l'époque le président de la CEDEAO, c'est-à-dire la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Et donc, elle a été appelée et elle a eu des résultats immédiats. On a stoppé les djihadistes, c'est pour ça qu'on n'a pas une nouvelle terre islamique. Sinon, ils font ses droits pour prendre le contrôle de la capitale. De la capitale et du pays. Donc c'est quelque chose de grave. Bon, donc on a stoppé. Donc ça a été opération réussie. Opération réussie et en contraste avec les pancartes qu'on voit, on avait les gens qui acclamaient les Français dans la rue quand même. Hein, ils étaient extrêmement populaires, il faut le dire. Donc c'est pas, les gens ils n'ont pas un sentiment anti-français, parce que ça c'est un terme un peu fourre-tout qui ne discerne pas entre le mécontentement envers une politique qui maintenant est en train de montrer ses limites, et puis le fait que les gens ne détestent pas les Français, c'est ridicule. Les liens sont tellement étroits. En 2013, il y avait Merci les Français, hein, vous le rappelez. Merci les Français. Et donc, qu'est-ce qui s'est dégradé? On l'a aussi souvent dit. Vis-à-vis du pouvoir central, le fait que la France choisisse de sanctuariser une région et de un peu donner le sentiment de chouchouter les rebelles Touaregs, alors qu'ils étaient quand même les alliés des djihadistes et qui les ont fait venir au Mali, et aussi que surtout ce point-là qui semble très important, on le lit beaucoup. On s'est laissé embarquer dans une bataille clanique, c'est ce que vous êtes en train de dire? Pas du tout. La France a son propre agenda. C'est-à-dire, je pense que la meilleure façon de lutter contre l'insécurité, c'est de m'allier un peu aux rebelles, aux Touaregs, parce que pour différentes raisons, c'est sa façon, et qui n'est pas en accord avec le point de vue du gouvernement malien. Et aussi, une chose très importante, on parle du renfort que la France souhaite de ses alliés européens et, j'allais dire, internationaux. Mais il faut quand même rappeler que ces pays-là ont des armées. Et les armées étaient totalement incompétentes, totalement incapables de défendre les territoires. Et le reste, on n'a pas vu de montée en puissance. On te dit dans chaque phrase, les armées, elles sont sous-équipées, démoralisées, mal entraînées et incompétentes. Mais on va le répéter jusqu'à quand? Mais qu'on monte, qu'on les forme, etc. Et cette partie-là laisse à désirer. Marie-Roger Biloa, quelle est l'utilité d'aller remuer le passé? D'autant que dans la même phrase, Emmanuel Macron reconnaît lui-même, il dit les 3/4 de la jeunesse de Côte d'Ivoire n'a jamais connu la colonisation. Justement, c'est ça sa force, c'est sa jeunesse. Et il a également dit autre chose, il faut larguer les amarres. Et larguer les amarres, c'est écouter la jeunesse d'aujourd'hui. Il a également dit ça. Et si on écoute la jeunesse d'aujourd'hui, la partie colonialiste ou supposée telle est très forte dans la perception des relations avec la France. Donc, la France est vue comme l'ancien pays colonisé. Et qui continue d'une manière ou d'une autre, elle est perçue comme ça fortement. Donc, dire le colonialisme était une erreur, c'est répondre un peu à la demande des Africains qui n'y voient pas, malheureusement, comme certains en France, surtout des bienfaits, ils voient surtout une espèce de servitude, de lien qui persistent, et des liens de subordination qui persistent et qui sont pas souhaités. Et c'était une parole forte de rupture. Et il le fait dans cet esprit-là, parce que on ne peut pas dire en Afrique aujourd'hui que, comme le dit, ça a été apprécié sur le terrain. Mais certainement, c'est pour ça un peu que tout le monde s'est tu, parce qu'on s'est dit mais parle sérieusement. Il y a eu une espèce de sidération, parce qu'il y a un moment très très fort. D'où vient-il, j'ai envie de dire? Il vient d'un pays où le colonialisme a été une des matrices, notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Le parti radical de gauche qui gouvernait ce pays, Jules Ferry, Gambetta, n'étaient pas du tout des gens hostiles, si vous voulez, au colonialisme. Et je vous rappellerai des textes qu'ils ont écrits eux-mêmes, notamment sur l'Indochine, sur l'Afrique, qui sont des textes, effectivement, où le colonialisme était plutôt loué. Donc,
Aujourd'hui, condamner le colonialisme, je dirais que ça coûte pas cher, mais c'est un propos qui est purement démagogique. Il peut dire que le colonialisme, d'une certaine façon, n'a pas apporté que des bienfaits, ça c'est vrai, mais je trouve que c'est assez étonnant, paradoxal. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller dire ça? Il pourrait dire plutôt qu'il engage de nouvelles relations entre la France et l'Afrique sur de nouvelles bases, sur des bases. Alors vous me direz, c'est aussi ce que des présidents avant lui ont fait éternellement, et on s'aperçoit que finalement, sur le terrain, pas grand-chose change. Simplement, l'Afrique s'est ouverte et n'a plus comme seul interlocuteur l'Afrique francophone la France. Elle a aussi la Chine, elle a les États-Unis. L'Afrique anglophone, pareil, n'a plus que pas uniquement Londres. Mais je dirais que c'est un propos assez étonnant qui ne peut que froisser une partie, je dirais, des Français. Et puis qui n'apportera pas nécessairement. Froisser une partie parce que les Français n'ont pas envie qu'on remue leur passé, on l'assume le passé. Le passé, il en est évidemment responsable puisqu'il est français, comme nous autres, enfin comme vous et moi, comme nous tous. Mais pour autant, on n'est pas responsable des actes de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents et de ses ancêtres. Manon, ici, sur cette jeunesse qui n'a pas connu le colonialisme, mais pour laquelle c'est une question très prégnante. Je vais citer ce matin Benjamin Stora, l'intellectuel, qui disait que pour des millions de jeunes en Afrique, alors il disait l'esclavage et la colonisation sont de grands marqueurs identitaires. Absolument. Alors, je suis tout à fait d'accord et je vais m'inscrire en faux par rapport à mon voisin, Monsieur. Non, mais on n'est pas là forcément pour débattre. Dites-nous ce que vous en pensez. Non, mais parce que je pense que c'est important d'apporter un certain nombre de précisions à ce stade de nos échanges. Effectivement, je pense que c'est une parole qui est politique, donc c'est une parole politique qui est importante pour la jeunesse, c'est une parole restauratrice, c'est une parole qui pense, P-A-N-S-E, et qui est respectueuse. Et c'est ce que la jeunesse à l'heure actuelle demande et est en demande de cela. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, il y a bien évidemment une différence entre la parole politique et l'histoire. Et le travail de l'historien, moi, ma génération, je suis une historien et je n'ai pas à me sentir honteuse ou coupable de cette histoire coloniale. Je l'analyse, je suis en capacité de effectivement analyser des relations asymétriques, de montrer également les résistances alternatives, passives des populations. Nous sommes à l'heure actuelle, et je voudrais faire référence ici aux ateliers de la pensée qui se sont tenus à Dakar courant novembre, qui insistaient sur le basculement des mondes et le basculement de la géopolitique. Et il y a aujourd'hui une volonté de regarder le monde à travers l'Afrique. Et cette parole, peut-être qu'elle ne changera rien, peut-être qu'elle ne sera pas révolutionnaire, mais en tout cas, elle change par rapport au discours des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, qu'ont été celui notamment de Jacques Chirac, avec les effets positifs de la colonisation, le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, sur l'histoire sur l'Afrique qui n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Voilà, à un moment donné. Vous voulez dire que là, on a un discours qui, justement, rompt avec les discours des présidents. C'est un discours qui rompt, c'est un discours, attention, qui est politique, soyons clairs, puisque Emmanuel Macron, candidat, avançait que la colonisation était un crime contre l'humanité, puis à Alger, un an plus tard, il interpelle un jeune homme en disant « Toi, tu l'as connu, la colonisation ». Là, il parle de la faute de la République. Vincent Hugeux, vous avez